ils ont énormément de diplômes. Non, c'est pas ça le plus important, parce que bien au contraire, il y a aussi une autre phase. Parce que nous avons inculqué à nos enfants que le salariat, c'est l'esclavage du 21e siècle. Donc là aussi, on ne pouvait pas encourager nos enfants à être salariés. Mais encore, fallait-il leur montrer l'exemple. Donc, c'est l'entrepreneuriat. Il fallait être chef d'entreprise, etc. Il fallait être chef, son propre chef, en fait. Et donc, Bouesso et moi, c'est ce qui va expliquer que nous finissons par créer la maison d'édition et Cibla. C'est dans cette dynamique-là. Pour montrer l'exemple à nos enfants. Mais ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas été salariés. J'ai été salarié, elle a été salariée. Mais justement, nous avons subi tout ce que subissent les salariés. Moi, j'ai eu le truc du burn-out, là, j'en étais pas loin. Mais c'est tout ça qui a motivé ma décision de quitter et de créer mon entreprise. Je suis pas en train de dire que c'est quelque chose facile. Quand je dis également, je sors mes enfants du système scolaire, je ne dis pas que c'est facile. C'est très dur. Mais c'est une décision. Et nous étions solidaires. Et quand c'est comme ça, il faut chercher des ressources autour de nous. Moi, je suis nul en maths. Bouesso était très bonne en maths. Et pour tout ce qui était maths, c'est elle qui m'aidait. Njouamba est très calé matière scientifique. Il m'aidait pour les matières scientifiques. Amouna, l'histoire, il travaillait un peu avec mes petits en histoire. Bon, voilà, tu vois, on s'entraide, etc. Et c'est ainsi que je vais au bout de mes convictions. Et donc, la maison d'édition que l'on crée, je t'ai dit tout à l'heure que notre objectif, c'était aussi les manuels scolaires, ne pas attendre la Renaissance. Mais oui, mais pour créer des manuels scolaires, il faut une maison d'édition. Voilà. Donc, nous développons notre maison d'édition. Maintenant, il y a la question qu'on avait évoquée tout à l'heure. Tu avais parlé de la pérennité. Souvent, nous créons des mouvements, nous créons des entreprises, mais la pérennité n'est jamais là. Au bout de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, le truc se part en couille et ça n'existe plus. Donc, et surtout que nous, on a un challenge, c'est que on crée cette maison d'édition pour pouvoir répondre à notre souhait de la Renaissance africaine et pouvoir produire donc des manuels scolaires dans le cadre de cette Renaissance africaine. Donc, ça veut dire que il va falloir que cette maison d'édition soit pérenne. Parce que la Renaissance africaine, c'est pas demain. Ça veut donc dire que soit c'est nos enfants qu'on forme pour prendre la relève, ou alors il va falloir aussi que nous formions des Africains également dans notre domaine. Exactement. Donc tu vois que c'est une vision que nous avons, c'est lourd, parce qu'il y a une responsabilité qui est pas facile, et nous sommes dans un pays où c'est compliqué. Voilà. Donc je ne suis pas là en train de dire voilà moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, c'est très dur. Je peux t'assurer que même la maison d'édition, c'est très compliqué. Ouais, parce que tu connais aussi bon, je dis que c'est un cliché, on dit les noirs n'aiment pas lire. Bon, je suis pas d'accord avec ça. C'est simplement que les noirs lisent, mais il y a une forme de littérature, malheureusement, c'est celle que nous produisons. Et c'est maintenant, tu vois, grâce au mouvement kémite, justement, que les gens commencent à beaucoup lire. Et encore, malheureusement, même si je peux comprendre, mais il y a un phénomène qui est malheureusement terrible, c'est que tu vois, quand des maisons d'édition ouvrent pour produire de la connaissance à travers les livres, il y a le fléau des livres qui se passent en PDF et autres. Ah oui. Ouais. Mais ça tue l'édition. Exactement. Ça tue l'édition. Alors, je ne parle pas des livres qui sont anciens. Ça, c'est passé, c'est l'œuvre publique. C'est normal. Ça, c'est maintenant gratuit. Et donc, ça, effectivement. Mais, en revanche, lorsque des ouvrages qui sont... Le développement économique. Voilà, des ouvrages qui sont récents. L'économie fait partie de la Renaissance africaine aussi. C'est ça. Regarde, par exemple, une maison d'édition comme Présence africaine. Tu constates que, va voir les livres que Présence africaine publie aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir avec ceux de l'époque d'Alioune Diop. Exactement. Ouais. Mais c'est pas de leur faute. Il faut voir aussi, c'est parce qu'une maison d'édition elle a besoin qu'il y ait des gens qui achètent des livres et autres. Et voilà. Donc à un moment donné, elle se dit ma cible ne répond pas présent.
parce qu'une maison d'édition doit vivre, eh ben, elle se tourne aussi vers quelque chose qui n'a rien à voir. Et les charges, bah oui, bah. Ouais. Voilà. C'est pour ça que tu as des ouvrages comme l'ouvrage de Cheikh Anta Diop sur, on se demande sur, tu sais, la parenté linguistique, comment cet ouvrage qui est majeur n'est plus publié. Pareil, le livre d'Obenga, ça a fait au moins 10 ans que je le cherche. Voilà. Mais oui, j'allais en parler. Je suis même parti là-bas, etc. Je leur ai tapé un coup de pression. Oui, et même celui sur les Bantous, c'est un travail énorme. Et c'est fondamental pour voilà. toutes les générations africaines à venir. Et ça, bon, tu vois, hier, j'aurais pu critiquer Présence africaine. Mais aujourd'hui que je suis éditeur, je sais ce que c'est, je sais voilà, je ne critique pas, je les comprends. Je trouve dommage, mais je les comprends. Donc voilà, ça c'est la rencontre avec Nzamba, la création de Keperu, et donc voilà, on s'est fixé 7 objectifs, et ces objectifs-là, il fallait qu'on les réalise à plus ou moins long terme, et de manière concrète en tout cas. Donc on essaye de respecter nos objectifs, et puis on avance. D'accord. Alors, pour avancer dans l'émission, est-ce qu'on peut passer à la question fatidique? Est-ce qu'un Muntu, c'est un kémite ou pas? Voilà. Est-ce que Muntu, selon toi, alors j'ai aimé le selon toi, parce que là, c'est très important, c'est selon moi. Hein. Ouais. Donc, est-ce que Muntu est, selon moi, un kémite? Pas facile. C'est-à-dire que, bon, le Muntu, pour moi, est un être... le Muntu est un être qui est attaché à son identité, à la dignité humaine. Le Kamite, lui, oriente cette éthique vers un engagement actif, on va dire ça comme ça, pour la conscience historique et l'unité politique. C'est-à-dire que le Muntu, c'est pas un mouvement. Comme je te disais tout à l'heure, moi, Kémite, c'est un mouvement. Mais Muntu, c'est pas un mouvement. Muntu, ça, sur le plan biologique, ça renvoie à un être humain. Alors, évidemment, attention, un être humain, mais c'est un être humain qui est un être de raison, qui est enraciné dans son éthique, la dignité, etc., différent de l'animal. Tu vois, si je parle Muntu, c'est un être biologique qui est habité d'une raison, etc. C'est ça le Muntu. Là, je dis sur le plan biologique, ce qui fait que je peux pas comparer à ça le kémite, parce que pour moi, je parle là du kémite d'aujourd'hui. C'est un mouvement. Moi, c'est vrai que on a tendance à dire je suis kémite, mais pour moi, être kémite, c'est être ancré dans un mouvement politique, et voilà, avec une vision, etc. Mais si on doit être attaché à nos valeurs, un Africain ne se présente pas ni à travers le nom, si on va kémite qui désigne la terre de l'ancienne Égypte. Si je dis kémite, je parle du mouvement kémite. Je peux dire que j'intègre les valeurs de ce mouvement, mais ça ne va pas former mon identité. Moi, si je dois parler de moi en tant qu'être biologique, je me présente à l'africaine. Je dis, je suis Fulélé, je suis issu de tel lignage, et mon ancêtre fondateur est celui-ci. Ça, c'est mon identité. Maintenant, je peux dire que, en tant que moi, Fulélé, j'adhère à un mouvement qui est le kémitisme, qui est le mouvement kamite. Et je vais ressortir les valeurs de ce mouvement, les objectifs de ce mouvement, etc. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que Muntu est selon toi un kamite? Oui, quelque part. Oui. Oui, je dirais que oui, c'est un kamite, mais je sais pas, c'est assez compliqué. Alors, tu vois, autant si tu me dis par exemple
est-ce Je t'ai que... posé cette question-là parce que moi-même, je ne peux pas y répondre. Mais oui, c'est pas évident. Mais tu vois, regarde, si je vais, bon, je vais te titiller un peu. Hmm. Euh, euh, Vas-y, je suis taquin. est-ce que, oui, je sais. Si tu me dis, est-ce qu'un croyant peut être mon tout, Hmm. euh, je vais te dire oui, mais dès lors qu'il, par exemple, je vais dire, est-ce que Bakem est un mon tout? Bah, je dis bah oui, ne serait-ce que sur le plan biologique, c'est un mon tout. Sur le plan philosophique, on va dire comme ça, je vais dire, bah, Bakem, ça dépend. Dès lors qu'il se place, du moins qu'il place sa foi au-dessus de la raison, il se détache du principe fondamental. Pourquoi? Parce que là où certains prônent, euh, je te taquine, hein, le djihad, peut-être que tu vas me dire que j'ai mal compris, hein, mais je te dis ce que je comprends. Là où certains Non, vont non, prôner, vas-y, n'hésite voilà, pas. là C'est où certains vont un prôner live le, pour les Africains. Il faut vraiment qu'on voilà, parle à tous les Africains. Là, c'est n'hésite pas, ça. vas-y. Mais j'ai bien compris. Là où par exemple, vous allez placer le djihad, le Muntu, lui, va défendre l'Ubuntu et la mat. En somme, le Kamit, pour moi, est un Muntu militant, mais le Kamit, pour lui, ce qui est quand même important, c'est la notion de l'Ubuntu. Et il ne peut pas admettre que, au nom d'une spiritualité, au nom d'une religion, que l'on puisse décider de tuer, par exemple, tu vois, dans nos traditions, de décider de faire de la, bizarre, le terme m'échappe, la promotion d'une religion, Le prosélytisme. voilà, le prosélytisme. Ça n'a pas de sens dans nos traditions parce que on respecte. Tu vois, moi, par exemple, je te dis, Hmm. euh, le musulman, pour moi, j'ai aucun problème à vivre avec quelqu'un qui est musulman. Mais à partir du moment où le musulman est comme moi, avec ma tradition, comme je t'ai expliqué, mon père, il vouait un culte, il était chrétien, mais en même temps aussi, il vouait un culte à ses ancêtres. C'était quelque chose de privé. C'est quelque chose de privé. Moi, j'attends du croyant que lui aussi, sa foi, soit quelque chose de privé. Il pratique sa religion dans sa maison, etc. Les principes, c'est pour ça que moi je le dis, enfin je le dis. En même temps aussi, j'ai lu, hein, c'est ce que aussi José Don Espinto dit, c'est-à-dire qu'il il dit que nous pourrons coexister de manière, on va dire pacifique, parce que bon, parce qu'il y a, je vais prendre l'exemple de TikTok, cette petite guéguerre entre musulmans, kémites, etc. Hmm. Je dis que effectivement, c'est vrai que nous, là, je m'associe puisque moi, je n'ai pas honte de m'identifier au kémite. Je suis fidèle à ce mouvement. C'est à travers ce mouvement que je me suis réalisé. C'est pas parce qu'aujourd'hui ma pensée, pour moi, kémite, tu vois, j'en parle plus comme un mouvement que comme une identité, mais je reste fidèle à ce mouvement et je me revendique kémite. Hmm. Et je dis simplement que oui, dans la dans l'islam, je ne parle pas du Coran parce que je suis pas expert, mais j'ai cru comprendre que c'est pas dans le Coran qu'on trouve de la négrophobie, mais par contre, effectivement, peut-être que dans les hadiths et hein, je crois que c'est ça. Et là, par contre, on peut trouver des éléments qui peuvent être négrophobes. Donc, du coup, Oui, dans la culture islamique, par rapport à différents savants, il y a de la négrophobie pure et dure. Hein, ça, voilà. Donc, je peux pas commenter pour même moi, la culture arabe, la culture maghrébine, la culture de... exactement. Donc, du coup, je me dis, je parle là maintenant des Africains qui sont musulmans. Je Mhm. dis, mais bien sûr que nous pouvons cohabiter, mais à condition que votre foi soit d'ordre privé et que, en revanche, vous retirez tout ce qui est négrophobe dans, je vais dire, dans votre religion. Dans leur Et corpus de texte. Mhm. voilà, exactement.
Donc à partir de là, mais bien sûr que il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas coexister, cohabiter. D'autant plus que nous, notre tradition, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pu facilement s'introduire en Afrique. Parce que notre problème n'était pas que des gens... L'Afrique a toujours prôné la liberté en toute chose. La liberté est une valeur chez nous qui est très importante. Donc, oui, le musulman, il avait le droit. Mais dès l'instant où le musulman commence à m'imposer, commence à critiquer mes pratiques à moi, là maintenant ça pose problème. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que le Muntu, selon toi, peut être un kamite? Je me dis, pour moi, par rapport à ce que je mets dans kamite, je me dis, mais il y a pour moi aucun souci. Il y a pour moi aucun souci parce que la preuve, toi, tu te bats également pour la Renaissance africaine. Toi, tu vas me poser un problème, Bakem, si tu t'appuies sur les éléments de négrophobie qu'il y a chez toi. Bakem, tu vas me poser un problème dès l'instant où pour toi, il ne doit plus exister les traditions africaines. Tu vas me poser un problème dès l'instant où tu vas vouloir imposer ta foi. Exactement. Là, ça va me poser problème. Mais j'estime en revanche que tu as le droit de faire un choix. Tu as le droit de renier ta tradition. Attention, quand je dis renier ta tradition, parce que elle ne répond pas à tes besoins, à tes trucs, et tu te tournes vers une religion. Mais la limite serait que le fait de te tourner vers la religion ne fasse pas de toi l'ennemi, un ennemi de ce que moi je représente. Parce que moi je te considère comme un frère, mais si ta religion, parce que moi ma tradition, elle te rejette pas. Au contraire, elle te donne le droit d'avoir tes valeurs. Mais dès l'instant où tu me respectes également et que tes croyances, les valeurs que tu vas épouser n'entravent pas non plus à ma liberté. Et c'est ça, en partie, l'Ubuntu. C'est ça, c'est pas la définition précise de l'Ubuntu et je ne prétendrai pas le faire parce que j'en ai pas les compétences. Mais voilà, l'Ubuntu, c'est aussi ça. C'est je suis parce que tu es. Voilà, je suis parce que tu es, l'Ubuntu. Ok, on va continuer d'avancer. De toute manière, il y aura la partie religion dans le questionnaire. Il y aura des choses à dire là-dessus. Qui vont être vraiment très très intéressantes. Tu as déjà mis en quelque sorte le pas, mais restez avec nous les 31 personnes. S'il vous plaît, tapotez. Voilà, moi j'aime pas dire tapoter, partager, etc. Mais c'est le jeu de TikTok. Là, franchement, vous voyez, on a un invité de marque qui a beaucoup de connaissances à partager à la communauté africaine. Donc, s'il vous plaît, les frères et sœurs, tapotez, partagez le live pour qu'on puisse tous s'édifier ensemble. Donc, on va continuer. Là, maintenant, on arrive à la partie histoire et géopolitique. Ouais. Donc, Foulélé, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer les liens historiques qu'il y a entre la vallée du Nil et les Grands Lacs? Est-ce qu'il y en a eu? Et s'il y en a eu, est-ce que tu peux nous expliquer les différents liens dans les détails? Je pense que pour expliquer cela, je ne vais pas être prétentieux. Je ne peux que faire parler celui qui, pour nous, est le seul qui a le mieux expliqué ce lien. C'est Cheikh Anta Diop. Je crois qu'il est en haut, là. Voilà. Moi, je ne peux pas prétendre expliquer cela. Et je vais passer un petit extrait. J'espère qu'on va entendre. Vous me direz si vous entendez. Je vais essayer de augmenter le son de façon à ce que ce soit le plus fort possible. Il y en a un autre qui a pris le relais, hein, qui est bien aussi. Voilà, je vous conseille aussi celui-là. Là, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Ça a pu asseoir, une fois que tu as lu tout Diop, tu connais, hein, mais ça a pu asseoir davantage de connaissances dans la matière. Donc voilà, élève de Diop. Hein. Allez, on écoute la vidéo, on écoute le grand maître. Voilà. C'est Diopis Corba qui est content là. Et pour moi, c'est lui qui va répondre à cette question.
Alors donc cette humanité qui est née en Afrique, qui était nécessairement négroïde, et qui est née aux sources du Nil, je reviens maintenant à l'Égypte. Cette humanité est née aux sources du fleuve Nil, exactement au sens propre du terme, et elle était noire foncée. Alors cette humanité a colonisé progressivement la vallée, avait devant elle 120 000 ans pour descendre de la région de l'Ouganda au delta du Nil. Voyez? Voilà. Je ne sais pas si vous avez perçu la réponse à cette question par Cheikh Anta Diop. Donc, non seulement il dit que leurs ancêtres sont partis de la région des Grands Lacs, donc ça répond en partie à ta question, mais si l'on prête attention, on comprend en plus, c'est ça qui m'a tué, donc quand j'ai écouté ce truc-là, on comprend en plus que pour Diop, la carte de l'Afrique est à lire à l'envers. Parce qu'il dit que cette humanité partie des Grands Lacs était négroïde, a colonisé progressivement la vallée, avait devant elle 120 000 ans pour descendre de la région de l'Ouganda au delta du Nil. Mais évidemment, les fleuves... Ça, vous c'est l'Ouganda. Aucun fleuve ne monte. C'est pas possible. Un fleuve ne monte pas. Les fleuves descendent. Et donc, pour moi, ça répond donc à cette question. Quel lien historique? Mais évidemment qu'ils partent de la région des Grands Lacs. C'est les Hanous. Ils vont partir, ils vont créer la Nubie, ils vont créer l'Égypte. Maintenant, ils vont s'établir là. Ça veut pas dire que il y a toute une progression, tu vois. On parle de l'os d'Ishango, ce sont les mêmes. Ils vont découvrir les mathématiques. C'est pas en Égypte antique qu'ils découvrent les mathématiques. C'est déjà dans la région des Grands Lacs, puisque l'os d'Ishango, c'est dans la région des Grands Lacs. Il peut pas y avoir des pyramides sans cette découverte. C'est clair. Voilà. On retrouve les mêmes harpons. Les pêcheurs de Ishango, de cette région-là, ces pêcheurs-là, on les retrouve, ils ont des harpons qu'on retrouve à l'identique en Égypte antique. Le harpon qui, en médonétaire, c'est que ça correspond au chiffre 1 aussi. Hein. Voilà, exactement. Absolument. Le harpon, ça servait à faire des mathématiques. C'est ça. Donc, et maintenant, souvent, il y a ce truc de dire, oui, les ancêtres, que les Égyptiens sont nos ancêtres. Il y a eu différentes phases. C'est vrai qu'ils viennent, d'ailleurs eux-mêmes, quand ils parlent de leurs ancêtres, les Égyptiens désignent le Sud. Leurs ancêtres viennent du Sud. Maintenant, est-ce que moi, Foulélé, mes ancêtres viennent d'Égypte? J'en sais rien. C'est pas sûr. Mais dès l'instant où on me dit qu'ils viennent de la région des Grands Lacs, je me dis forcément, quand je dis mes ancêtres, pas directement mes ancêtres à moi, mais je peux en toute légitimité m'identifier à cette civilisation, parce que effectivement, ils ont leur origine, ils partent de la région des Grands Lacs et ils vont remonter jusqu'à la vallée du Nil. Maintenant, ceux qui vont bâtir la civilisation de la vallée du Nil, ils ne sont pas des Congos. C'est pas des Congos. Mais, il va arriver une phase aussi où, d'ailleurs, quand il y a eu des invasions et autres, ils vont redescendre. D'autres vont partir même, peupler, c'est-à-dire hors d'Afrique. C'est là où on va. Regardez, faites attention. Vous allez constater que c'est lorsque l'Égypte va être envahie et qu'il va y avoir la chasse, vraiment, les Égyptiens vont subir, comme par hasard. Comme par hasard, c'est à cette période-là qu'en Asie et en Europe, des sociétés d'autres civilisations vont s'élever. Que ce soit en Asie, que ce soit ailleurs, en Inde, c'est là que d'autres civilisations vont s'élever. C'est tout simplement ces mêmes Égyptiens-là qui vont vont s'enfuir dans ces zones-là et vont développer à nouveau tout ce qu'ils avaient fait dans leur terre d'origine. D'autres vont redescendre. On va voir naître de nouvelles civilisations, Ghana, etc. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui étaient restés au sud n'ont rien fait. Simplement, il y en a qui vont redescendre, il y en a qui vont... Voilà. Donc, pour moi, c'est indéniable qu'il y a un lien. Les Pygmées, mais les Pygmées sont présents.
en Égypte antique. Sinon, pourquoi il y a le dieu Bès? Pourquoi il y aurait le dieu Bès dans l'Égypte antique? Il est pygmée. Ouais, On sait que ceux qu'on appelle donc les pharaons, ceux de la vallée du Nil, allaient plus au sud pour se faire soigner, notamment chez les pygmées, etc. On le sait. Dans la région du Kasaï, il y a eu des fouilles, on a trouvé je crois que c'est un vase ou je sais pas quoi avec l'effigie de Osiris. Voilà, on a trouvé des statuettes d'Osiris. Oui. Des statuettes d'Osiris. Donc il est indéniable qu'il y a un lien. Maintenant, nous qui vivons aujourd'hui, bon, soyons modestes. Oui, il y a des liens. Nos ancêtres viennent de là. C'est à nous maintenant de nous montrer dignes de les représenter. Il suffit pas. Voilà, il suffit pas d'être noir. Il faut être à la hauteur. Il faut être capable d'effectivement mériter. C'est comme un héritage. Hein. On mérite un héritage. Voilà. Donc c'est ainsi que je pouvais pas. J'ai pas la prétention de répondre à ta question. Non, je préférais laisser parler Diop pour répondre à cette question. Impeccable. En plus, je vois que tu as préparé l'émission. Franchement, ça me fait plaisir. T'es pas comme ça. Tu sais, moi, j'ai beaucoup apprécié ta méthode parce que c'est celle que j'emploie également. Tu prends d'abord la peine de connaître ton invité. Bon, je te connais. Je savais que la marque de respect, je n'en doutais pas. Je te connais. Je te connais quand même. Je vais pas dire c'est vrai sur TikTok. Je te découvre dans le réel. Voilà. Mais maintenant sur YouTube et autres, voilà, j'entendais, je suivais. Mais ce que j'ai relevé, c'est et c'est pour ça que j'ai accepté ton invitation parce que j'avais déjà aussi suivi d'autres interviews que tu avais fait. Bah, écoute, on a parlé du Montou tout à l'heure. C'est le respect. C'est le respect. À travers le respect que tu témoignes, je me suis dit, ok, je vais chez Bakem. Évidemment, moi, je n'étais pas obligé de répondre à toutes tes questions. Je n'étais pas obligé d'accepter ton invitation. Mais ce qui était important, c'est pas moi, parce que j'ai bien compris l'objet de ton invitation. Exactement. C'était de partager une expérience et je vais t'assurer que la plus grande expérience que pour moi que je tenais, parce que ça c'est moi, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que ce qui est important pour moi c'est d'être concret. C'est pour ça que tu m'as vu insister sur la question de l'éducation parce que ça c'est quelque chose dont je peux témoigner. J'ai été concret. Quand on rejette un système, il faut pas ensuite continuer à vivre dans ce système. Donc, j'ai rejeté le système scolaire, l'éducation que nous avons en Occident, enfin dans les écoles du moins, le système scolaire, je l'ai rejeté. Donc, du coup, j'ai enlevé mes enfants de l'institution. J'ai fait l'école à la maison, ils n'ont pas appris ce que tout le monde apprend. Moi, je leur ai appris, ce que moi-même je diffusais dans mes maths de vanité. Après, c'est très compliqué parce que j'ai eu des critiques dans ma famille. Évidemment, on dit mais comment tu peux sortir? Mais comment ça va se passer pour le bac? On dit calmez-vous. Le bac, ça peut se passer en candidat libre. Voilà, mes enfants ont passé le bac en candidat libre et ils les ont eus. Donc, ça veut dire que oui. Il faut être concret. Je ne pouvais pas critiquer un système et continuer à envoyer mes enfants à l'école. Donc, je les ai sortis, je les ai formés moi-même. C'est pas facile. Quand je dis moi-même, je t'ai dit, il y avait Bouesso, il y avait Nzwamba, il y avait Amouna. On était une équipe, on était solidaires et on s'aidait. Celui qui était bon en maths, il m'aidait, il a formé mes enfants. Celui qui était bon en français, en histoire, etc. Voilà. Donc, j'avais bien compris que c'était le parcours surtout qui était important, et sur ça j'ai voulu justement partager. Après oui, il y a tout ce qui est puisque je me revendique Kamit, donc effectivement il fallait être capable aussi de répondre aux questions que tu m'as posées par rapport à cela. Donc c'est moi qui te remercie. Bon, on n'est pas encore à la fin, mais oui, je te dis merci. Génial. Alors on va continuer. Alors, une grosse question
D'après toi, Foulélé, comment les Kémites pourraient s'inscrire dans la scène politique africaine? Ça va être très simple. Hmm. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec Jean-Pierre Kaya. Jean-Pierre Kaya, ouais. Ouais. C'est conquérir les postes de pouvoir en Mhm. assumant leur vision du monde et en incarnant un leadership éthique, éclairé et enraciné, tout simplement. Et je pense que les Kémites, mais bref, les Africains de manière générale, si nous voulons que le continent change, il faut conquérir le pouvoir. Exactement. Il n'y a pas une autre solution. Et quand je dis conquérir le pouvoir, je ne parle pas que sur le plan politique, sur tous les plans économiques, etc. Tu vois, quand je te dis que nous travaillons sur les manuels scolaires, je crée une entreprise, mais pourquoi? C'est pour avoir un pouvoir économique, pour représenter un pouvoir économique. Pourquoi? Parce que demain, tu vois, il y a quelque chose qui manque dans notre communauté, c'est le mécénat. Ouais. Le mécénat fait défaut dans notre communauté. Nous avons des scientifiques, des gens qui peuvent développer de la science. Nous, on pense que les ingénieurs en Occident, on pense que c'est l'État. Pas du tout. C'est pas les États qui financent les travaux des scientifiques. Ce sont des fois des mécènes, c'est des hommes d'affaires qui financent. Exactement. L'État va aider peut-être à garantir les droits, oui, mais le plus gros financement vient des hommes d'affaires. Donc, si nous parlons beaucoup de science, etc. Hein, puisqu'on est sur TikTok, si nous voulons que des Persées, des Cathos fassent quelque chose pour la Renaissance africaine, il faut que certains, quand je parle de l'entrepreneuriat, c'est pas tout le monde, j'ai pas dit que tout le monde doit être là-dedans, mais tous ceux qui ont la volonté d'être dans ce domaine-là, mais il faut effectivement que nous essayions d'être, entre guillemets, d'acquérir une certaine puissance économique pour pouvoir justement financer des projets que des Cathos, des Persées, des Ngunza dans son domaine, même si c'est aussi dans le côté traditionnel, mais peu importe. Nous devons être actifs dans le sens du mécénat. Il le faut. Et mais ça veut donc dire, tu vois, que c'est un réseau. Ça veut donc dire que même l'individu qui est salarié, etc. En soutenant une maison d'édition que moi, par exemple, je fais en achetant des livres chez moi et autres, il me permet, entre guillemets, d'avoir une certaine autonomie, une certaine puissance économique. Maintenant, parce que moi j'ai une vision, cette puissance économique, je vais l'utiliser également de la même manière que le peuple, entre guillemets, ma communauté m'aura aidé. Moi aussi, je vais aider ceux des nôtres qui, sur le plan scientifique, peuvent apporter une valeur ajoutée. Donc, pour répondre à ta question, oui, les Kémites, mais pour moi, tu vois, une fois de plus, ça va au-delà des Kémites. C'est les Africains qui en ont la possibilité, doivent conquérir le pouvoir à tous les niveaux. Pouvoir économique, pouvoir au niveau de la société, c'est être acteur de la société, que ce soit au niveau de l'association, que ce soit à travers l'entrepreneuriat, enfin bref. Donc, je pense que c'est à ce stade-là que nous devons travailler pour répondre à la question des Kémites. Génial. Donc là, maintenant, on va passer à la partie politique un peu plus à politique et géopolitique. En fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de la situation actuelle entre le Rwanda et le Congo-Kinshasa? Surtout par rapport à, si tu as des connaissances, bien entendu, sur cet aspect politique par rapport à la région du Kivu et du Nord Kivu. Voilà. Moi, je vais être modeste, je vais être sincère. Je ne maîtrise pas. Je préfère rester prudent. Je ne me sens pas qualifié pour une analyse approfondie de cette question. Je peux simplement dire qu'à l'exception de figures comme Lumumba ou Kabila, la plupart des dirigeants semblent motivés par des intérêts personnels. Ils sont pour moi en fait des jouisseurs
qui rêvent d'Occident de manière aliénée, on va dire. Et Bakem, tu sais, comme la misère aime la compagnie, Ouais. leurs maîtres trouvent facilement d'autres aliénés pour les remplacer. Ça donne donc après tu as Tshisekedi, et après Tshisekedi il y aura un autre qui fera exactement la même chose. Maintenant, comment la solution serait qu'effectivement on retrouve des gens comme Kabila père, même si Kabila fils pour moi n'est pas négatif du tout, mais des personnes comme Kabila père, Lumumba, etc. Comment faire pour avoir à nouveau ce genre de... Ça tombera pas du ciel de mon point de vue, c'est... Moi, tu vois, pour parler de la question du Rwanda et de la RDC, Kabila, comment il s'appelle, celui du Rwanda, Kagame, pour moi, c'est pas important parce que nous savons que ce sont des pions. Donc, on sait ce qui se passe là-dedans, on sait qui est derrière. Ce qu'il nous faut, je reviens sur ce que tu en disais, les Kémites, les panafricains, les afro-santés, il faut conquérir le pouvoir. Tu vois, par exemple, moi je vois des fois tes frères musulmans, quand ils entendent des Kémites soutenir ceux de l'AES, ils nous disent, oui, mais vous voyez, ce sont des musulmans. Non. Quand ils ont pris cette décision-là, c'est pas en tant que musulmans. C'est simplement que c'est la dignité humaine. Quand ils voient les massacres, les peuples se faire massacrer, ils décident de casser cette dynamique-là. C'est pas leur religion qui les guide là. C'est pas ça, puisque d'ailleurs en face d'eux, des fois, ils ont d'autres musulmans qui sont extrémistes. Donc c'est pas la religion, c'est pas l'islam qui les guide. Après oui, ils sont musulmans, on peut pas le leur enlever. Mais ce qui fait que Traoré fait ce qu'il est en train de faire là, c'est la dignité, la fierté de ce qu'il est en tant que africain. Exactement. C'est ça qui le guide. C'est pas le fait qu'il soit musulman, chrétien, ou j'ai même envie de dire, c'est pas tellement le fait que même s'il était traditionnaliste, ça n'a rien à voir. C'est qu'à un moment donné, il y a une injustice. C'est tout simplement ça. L'Africain, foncièrement, quand j'entends quand il est ancré dans ses valeurs, il rejette l'injustice. Il rejette l'injustice. Donc, pour moi, la question de la RDC, je ne peux pas vraiment m'aventurer, Bakem, parce que je ne maîtrise pas. C'est vrai que ça, je t'aurais dit, tu veux bien comprendre ce qui se passe, contacte Nzwamba. Lui, il maîtrise. Je pense que je vais faire une émission là-dessus, spéciale. Voilà. Nzwamba, il maîtrise. Tu contactes Nzwamba, il va pouvoir te dire. Donc voilà. Pour moi, il n'y a pas d'autre choix. Vous voulez que ça change? Nous qui avons une autre vision, quand je dis nous, je parle d'Africains. Je ne parle pas en termes de religion et autres. Je dis nous qui avons une vision, conquérons le pouvoir. Mais quand je dis conquérons le pouvoir, c'est pas en tant que musulmans. C'est pour ça que je dis que ceux qui ont fait l'AES, c'est pas parce qu'ils sont musulmans, c'est pas leur valeur en tant que musulmans qui font qu'ils font ce qu'ils font là. Non, c'est parce qu'ils veulent simplement, ils se révoltent contre l'injustice, tout simplement. Tout à fait. Si je te dis Patrice Emery Lumumba, tu penses à quoi? Il incarne la dignité, la vision, la résilience. Il est pour moi un repère fondamental de l'intégrité politique africaine. Voilà. Et comme je vous disais, j'ai eu la chance là, comme pour Cheikh Anta Diop, oui, à l'âge de 16 ans, mon frère m'a emmené à une conférence de Cheikh Anta Diop. J'avais mes sœurs qui avaient pour amie la fille Juliana de Lumumba. Je les entendais quelquefois aborder les questions, parler du père. C'est pas là, bien évidemment, que la figure de Lumumba m'aura marqué, parce que pour moi, même là, quand je les entendais en parler, c'était encore vague. Mais lorsqu'après, moi-même, je m'inscris maintenant dans une démarche
conscientisation, etc. Je sais pas. Lumumba, c'est une référence. Voilà, c'est une référence. Il est lucide, courageux, digne. La souveraineté, un exemple de souveraineté. Voilà. Donc je serai pas très long. C'est une figure emblématique, tout simplement. Totalement d'accord avec toi. Ah, tu sais, parmi tous les hommes politiques africains, etc., qui ont vraiment lutté pour la souveraineté de leur pays, vraiment, c'est l'histoire de Lumumba qui m'a le plus touché, quoi. Et je pense qu'en tant que descendant d'Africain, dès qu'on dit le nom de Lumumba, ça retourne les cœurs, quoi. Tout à fait. Par rapport à toutes ses actions, ce qu'il a mené, comment il a grandi, sa réflexion, les alliances et. Tu te rends compte que Lumumba, il faut, comme Sankara, mais surtout Lumumba, il faut voir partout où il est célébré. Partout où il est. C'est-à-dire que même nous, les Africains, c'est ça qui est terrible. Tu vas en URSS, tu vas dans la plupart des pays, il faut voir comment on célèbre Lumumba. Exactement. Et tu vois, à cause de l'éducation que nous subissons, que ce soit de nos parents, que ce soit du système scolaire, des personnalités comme Lumumba ne sont pas des références pour nous. Je te parle pas de toi, de nous. Oui, parce que nous avons, mais la jeunesse, voilà, les enfants lambda qui vont en Afrique, tu leur parles de Lumumba, c'est pas forcément une figure qui est connue, et c'est dommage. Il faut avoir des exemples. Et Lumumba, c'est le plus grand. Hein. C'est un des piliers. Donc on va passer à la partie, ensuite on aura bientôt terminé. Donc à la fin de l'émission, ensuite, tu auras la possibilité de recevoir, ou bien s'il y a des personnes qui souhaitent te poser des questions. Donc c'est toi-même qui choisiras les personnes à qui tu souhaites répondre, d'accord? Pour pas qu'il y ait, tu sais, moi j'aime pas trop les lives où ça chahute, où ça va à droite et à gauche, etc. J'aime bien quand c'est calme, posé, avec une bonne réflexion pour qu'on puisse tous s'édifier. Donc tu choisiras. Donc les personnes qui sont dans le public, vous allez pouvoir monter d'ici peut-être 30 à 40 minutes. Et ça dépendra bien sûr de mon invité Foulélé. Donc on va passer à la partie religion, critique et renaissance. Donc, une des parties que les personnes sur TikTok adorent. Donc, en fait, Foulélé, réponds comme tu le penses sans langue de bois. Et c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure, donc ça me plaît. Donc, en fait, selon toi, est-ce que les religions abrahamiques sont un frein, d'accord, à l'unité africaine? Et si ça l'est, quel type d'alternative à ton niveau pourrais-tu proposer? Alors, à cette question, je réponds oui. Je réponds oui, car on en a parlé tout à l'heure, car leur prosélytisme divise. L'alternance serait que ce que je disais tout à l'heure, que chacun pratique sa foi sans chercher à convertir et dénonce, oui, en toute objectivité, les passages négrophobes contenus dans certaines doctrines. Donc je dis oui, j'ai répondu oui à cette condition-là. C'est-à-dire que, voilà, le prosélytisme, on en a parlé tout à l'heure, je m'y oppose. La religion est un facteur, effectivement, de division par rapport à cela. Certes, ouais, ni la Bible, je dirais, ni la Bible, ni le Coran ne sont, on l'a vu tout à l'heure, ne sont intrinsèquement négrophobes. Mais encore que là, il pourrait y avoir débat. Hein. Moi, je suis pas un spécialiste, mais dans tous les cas, des contextes historiques, esclavagistes, comme l'esclavage, le racisme, ont légitimé, tu vois, des hiérarchies raciales à travers les religions.
Donc une lecture critique, historique, spirituellement éclairée est nécessaire au niveau des religions. Il faut que les musulmans et les chrétiens à l'heure actuelle sont capables de revoir leurs textes et ensuite soit de les réformer ou soit de les adapter sur le contexte africain à l'heure actuelle, sachant que leurs ancêtres, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ça, je tiens à le préciser. Hein. Bah écoute, si tu le dis, moi je ne suis pas spécialiste, mais je sais que tu peux être objectif à ce niveau-là. Si tu le dis, voilà, moi c'est ma condition. Enfin, pas pour dire que c'est moi qui décide, mais voilà, pour répondre à cette question-là, pour moi c'est la condition pour que ce ne soit pas un frein à la renaissance africaine. Tu vois, regarde, Diop nous a suggéré que chacun vive sa spiritualité en privé, sans dominer les autres. Voilà. Or, on voit bien que ces religions-là sont, que ce soit le christianisme, l'islam, ils sont arrivés avec cet élan de domination. Voilà. Donc, voilà pourquoi à ta question, je réponds oui, elles freinent l'unité parce qu'on ne peut pas s'unir dans un contexte où les uns veulent dominer les autres. Donc ça veut dire également, c'est pour ça que je dis que, mais bien sûr que nous pouvons cohabiter dès l'instant où chacun vit pour ce qui est de ceux qui adhèrent aux religions, que cela soit de l'ordre du privé. Moi, ma tradition, ce qui existe dans ma tradition, elle est déjà de l'ordre du privé. À vrai dire, je parle de la tradition africaine réelle. Elle est de l'ordre du privé. Moi, tu ne verras jamais quelque chose. Je vais pas rendre un culte à mes ancêtres en pleine rue. Je ne le ferai pas. Il y a des cérémonies qui peuvent se faire publiquement, comme on peut voir par exemple au Bénin et tout, mais n'oublions pas quand même que nous parlons là de quelque chose qui est endogène. Qu'il y ait des traditions qui se fassent en public, après tout, c'est endogène, c'est normal. Et cela n'a rien de négatif en soi, c'est-à-dire que on n'impose rien. Quand une cérémonie vaudou se fait, même en public, elle s'impose pas. Elle est sur sa terre. Voilà. C'est comme si tu venais m'interdire de vivre chez moi comme je l'entends. Par contre, toi, étranger, si tu viens chez moi, je vais te demander je t'accueille, il n'y a pas de souci, mais je vais te demander de respecter mes règles. Enfin, mes règles. Je vais te demander de respecter mon espace, mes valeurs. Mais factuellement, aujourd'hui, sur la terre africaine, est-ce que tu trouves que c'est possible, ça? Alors, d'une manière factuelle. Voilà. On analyse l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Je vais être honnête avec toi. Je vais être honnête avec toi. Alors, ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que le religieux qui est dogmatique, qui est vraiment dans la foi aveugle, oui, et malheureusement, la plupart des nôtres qui sont, je dis la plupart, je généralise pas, tu en es la preuve, mais la majorité de ceux qui sont souvent dans les religions, bah, je vais employer le terme, sont des aliénés. C'est des aliénés et c'est très compliqué. Comment tu veux bâtir un continent puissant avec des personnes qui sont aliénées? C'est pas possible. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Même des fois par rapport à leur religion, parce qu'il y a certains dogmes dans la religion qui peuvent même faire qu'ils soient contre le développement. Tu vois, je ne parle pas de personnes qui sont dans la religion, mais qui ont un certain degré, j'aime pas le mot intellectuel ou quoi, mais qui ont un certain degré de connaissance et de compréhension. Cela ne pose pas de problème. Ils peuvent comprendre les enjeux. Mais il n'empêche qu'il y en a d'autres qui peuvent nous retarder. Alors tu vas me dire, oui, mais est-ce que dans la tradition, il peut pas y avoir aussi des éléments comme ça?
Mais bien sûr qu'il peut y avoir. Mais par contre, dans la tradition, ça sera pas du fait des valeurs traditionnelles. J'entends des vraies valeurs traditionnelles. Par contre, ça pourrait être simplement un problème d'éducation aux nouveaux enjeux. Quelqu'un qui va ne pas avoir une certaine éducation, j'entends, parce que il faut vivre avec son siècle, tu vois. Aujourd'hui, le type qui ne va pas connaître apprendre les maths, etc., bah, il peut être un frein. Pourquoi aujourd'hui tu vois que même dans les villages, ils sont sur l'internet, parce que le monde avance et tu vois que c'est pas une question d'intelligence, hein. C'est est-ce que tu acceptes le progrès ou non. Dans le village, ils acceptent le progrès parce qu'ils se rendent compte que c'est dans leur intérêt. Alors tu vois même la dame au village, elle est là, elle pianote son téléphone, elle est dans la modernité, enfin une certaine forme de modernité. Ça veut pas dire que dans son village, parce que la modernité c'est pas simplement la chose qui est nouvelle, hein. La modernité, c'est ce qui est créé et qui vient résoudre un problème. Donc, oui, pour répondre à ta question, je crois que les religions abrahamiques peuvent être un frein pour les pratiquants qui sont fermes dans le dogme. Voilà. Pour les pratiquants qui sont fermes dans le dogme. Parce que je pense que il y a des musulmans qui peuvent comprendre de dire que oui, moi, ma foi, ma religion, elle est d'ordre privé. Et je ne vois pas où serait le problème avec ce musulman-là. Voilà. Ok, en tout cas, très bien répondu. Je m'y attendais en quelque sorte, hein. Mais vraiment, tu as été plus que limpide. Alors, il est où le diopiste? Il est pas là? On va passer à la question suivante. Si tu devais formuler des critiques auprès des travaux de Cheikh Anta Diop, ce seraient lesquels? Ah, ça y est, il est là. Attention, il t'écoute en main. Ouais. Il risquerait de faire un live spécial ensuite, surtout. Et puis je te taquine. Non, aucune. Son œuvre est fondatrice. Elle a ouvert les voies que beaucoup peinent encore à suivre. Et en plus de cela, Diop nous invite à le dépasser, à le critiquer, s'il le faut. Mais par contre, il dit, pour me critiquer, armez-vous de science. Ouais, il faut apporter les faits sur la table aussi. Armez-vous de science. Et c'est juste ça qu'il demande. Mais il demande qu'on le critique. Et c'est en cela que je dis aucune. Qu'est-ce que je peux reprocher à Diop? J'ai aucune critique que je pourrais formuler à Diop. Aucune. Mais je pense que Diop, c'était un monstre, hein. Parce que tu sais, moi, bon, je pense que vous le savez, je passe mon temps à lire. Et plus je lis des livres sur toute la question africaine, etc., le monde noir. Et quand je revisite des extraits de Diop, je me dis, mais ce que j'ai découvert dans un livre, Diop, il en a déjà parlé, donc ça veut dire qu'il l'a lu. Et qu'il en avait connaissance. Et là, je me dis, des fois, je me pose comme ça, sur mon balcon, pendant 5 minutes, 10 minutes, et je me dis, mais ce type-là, il a lu combien de bouquins où il a passé sa vie à étudier, quoi. Mais c'est incroyable. Moi, j'entends... Je me demande même si son niveau sera dépassable. C'est ça. J'entends certaines personnes le comparer à cette grande figure de la vallée du Nil qui est Imhotep. Bon, je dis toute raison gardée, mais des fois je me dis on n'est pas loin. Je ne sais pas si les gens réalisent que Diop... Moi, je pense que je vais commencer à croire à la réincarnation. Je me demande si Diop, c'est pas la réincarnation d'Imhotep ou Djéouti ou je sais pas quoi. En tout cas, si on croit en la réincarnation, c'est logique. Oui, on ne peut que
comprendre cela. Tu te rends compte un peu que Diop, on est même pas encore indépendant. Hein. C'est avant les années 60. On est en 45 lorsque ce type-là a déjà la vision qu'il a. Je sais pas si on imagine. C'est incroyable. À cette période-là, déjà, on est sous la colonisation, en pleine colonisation. Déjà, il comprend les enjeux du XXe siècle. Nous concernant nous. Tout à fait. Il parle de ce que nous vivons là à l'heure actuelle, aujourd'hui. Voilà. Il était visionnaire. Non, enfin, voilà. Donc, je suis pas spécialiste de Diop. Je peux pas prétendre maîtriser Diop, loin de là. Mais le peu que je sais, le peu que j'entends, voilà, c'est un grand, c'est un maître, c'est pour certains, c'est un... Bon, voilà. Je n'ai donc aucune critique. Aucune critique. D'accord. Ok. Parfait. Alors, dernière question. Vu que là, en ce moment, c'est ce que je remarque, en fait, t'invites, en ce moment, mais tu le faisais aussi depuis bien longtemps, donc t'invites des penseurs africains, des personnes qui pensent l'Afrique de demain, tu les interviews. Et là, aujourd'hui, par rapport à toutes les interviews que tu as effectuées jusqu'à présent, quelle expérience t'en retires? Alors, moi, effectivement, je les reçois tu l'as dit, hein, c'est exactement dans le même objectif que toi, tu me reçois ici. C'est-à-dire que je suis parti du principe que nous sommes en manque de modèles. La jeunesse, en tout cas. La jeunesse est en manque de modèles. Et je me suis dit, c'est à travers les parcours de ces personnes-là. Mais il y a une spécificité dans ce que je fais moi, c'est que je leur demande de raconter, partant de leur enfance, effectivement, jusqu'à ce qu'ils sont devenus. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a aussi beaucoup de mythes, beaucoup de croyances. Tu vois, le live qu'on fait avec Nzwamba, il parle des croyances universitaires, etc. C'est ça que j'essaye de montrer. Quand j'invite Ama Mazama, Juliette Smeralda, Théophile Obenga, Yopore Kasome, Jacques Payon, qui est un entrepreneur qui a démystifié le secteur de l'industrie agroalimentaire. J'invite toutes ces personnes-là. Pourquoi? Pour que les jeunes se rendent compte, et c'est ce que moi-même j'ai constaté, c'est qu'ils sont peut-être passés par un parcours académique, comme tout le monde, ils ont acquis peut-être des bases, mais lorsqu'ils se développent, c'est-à-dire que lorsqu'ils se réalisent, pour ainsi dire, lorsqu'ils se réalisent, c'est des fois en dehors des connaissances et du parcours académique. Et c'est ça que je veux que la jeunesse constate, que les jeunes ne soient pas limités, que les jeunes ne soient pas bloqués en pensant que pour que je puisse devenir ci ou ça, il faut être diplômé. Il faut être ceci. Non. On a tous du potentiel en nous. Et là, je fais appel aux parents qui sont là. Parce que, comme je t'ai dit, moi, j'ai pris une décision en sortant mes enfants. Il y a quelque chose qui est très important. On a tous du potentiel en nous. En tant que parents, soyez à l'écoute de vos enfants. Parce que vos enfants expriment des fois des talents, expriment des choses. En fait, ils vous indiquent déjà vers quel parcours ils veulent aller. Donc, il faut les écouter. Nous sommes dans des schémas tracés. Tu dois aller à l'école, tu dois avoir ton bac, après tu dois aller à l'université. Et souvent, les parents veulent se réaliser à travers leurs enfants. Parce que moi, j'ai eu tel échec, je vais essayer de faire en sorte que mon enfant, lui, réussisse là où moi, j'ai eu l'échec. Non, il faut éviter ça. Il faut écouter les enfants. Je préfère, moi, dès l'instant où je perçois chez mon enfant
il est doué, il va tout le temps dans mes toilettes et il me répare mes toilettes. Je m'interroge, est-ce qu'il ferait pas un bon plombier? Et j'encourage mon fils à devenir plombier. C'est mon fils, il faut détecter. Parce que souvent, on oblige nos enfants dans un parcours et vous allez constater que souvent, ok, je vais aller à la fac pour mes parents, pour satisfaire mes parents, mais après, le petit, il fait tout autre chose. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai constaté. Et en fait, c'est ça que je veux faire découvrir à travers toutes ces personnalités que je reçois. Qu'on se rende compte que Juliette Smeralda, Ama Mazama, Théophile Obenga, regarde, aujourd'hui, quand je l'ai interviewé, quand il parle de son enfance, etc., oui, c'est vrai que son parcours académique a servi, mais normalement, s'il fallait vraiment suivre ce qu'il a appris, bah, il n'aurait pas été aux côtés de Diop. Il aurait combattu Diop. Bah oui. S'il devait appliquer ce qu'il a appris à l'école, il devait combattre Diop. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que parents, nous devons suivre, être à l'écoute de nos enfants et ne pas considérer qu'il n'existe qu'une seule voie. Il faut oser laisser les enfants vivre des expériences. Moi, j'incite beaucoup les parents à ne pas hésiter à inscrire leurs enfants plutôt dans des formations. Et bien évidemment, une fois qu'on détecte un potentiel chez un enfant, au lieu de l'envoyer à l'université, mais très tôt l'inscrire dans une formation. Et il va développer à ce moment son potentiel. Et j'ai des exemples comme ça qui avaient un potentiel. Je connais un enfant qui était très fort en dessin, mais parce que justement les parents voulaient à tout prix que cet enfant aille à l'université, etc. Ça a été un échec, l'université pour lui. Et le problème, c'est que le don qu'il avait du dessin, il n'a pas pu l'exploiter. Ouais. On a tué le potentiel qu'il y avait en lui, parce que tu te rends compte que quand tu vas, les années d'études, regarde le parcours scolaire. Moi, regarde justement, quand je prends la décision de sortir mes enfants de l'école, je t'assure, Bakem, il y a des matières que je supprime. Ouais. Parce que des fois, par rapport à tes enfants. Oui, une fois que je détecte un potentiel, je me dis, il n'a pas besoin de ça. Vu ce qu'il me dit qu'il a envie de faire, il n'a pas besoin de ça. Je vais pas me fatiguer à lui faire apprendre par cœur un programme scolaire qui est plutôt avilissant pour son estime. Non, je lui apprends l'histoire de son continent. Je lui apprends l'histoire de son peuple. Je lui parle des autres, de l'Occident, mais je reste objectif. Ce que l'Occident a de bon, je le lui dis. Ce que l'Occident a de mauvais, je le lui dis. Mais en tout cas, par contre, je lui dis, jamais je ne dirai à mon fils, à mes enfants, jamais je ne leur dirai d'être universaliste. Je n'y crois pas, moi. Je suis contre l'universalisme. Pour une question de culture, parce que fondamentalement, nous sommes différents. Ça, il faut le savoir. On est différents. Oui, c'est vrai, on peut trouver des terrains d'entente, mais culturellement, nous sommes différents. Tu sais, Bakem, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. D'accord. Mais je t'assure que moi, par moment, je me demande vraiment la thèse des deux berceaux. Voilà. Ça va faire quelques années que tu te poses cette question-là. Oui, je me demande. Je me le demande. Tu vois, par exemple, le principe de l'Ubuntu. Bon, je dis la définition basique de l'Ubuntu. On va te dire, l'Ubuntu, justement, c'est le vivre ensemble, Mais il faut être honnête.
Il faut être honnête. Chez nous, les Africains, c'est vraiment, je vais pas dire que c'est intrinsèque, mais en tout cas, il y a de cela en nous. L'Ubuntu, nous l'avons en nous. C'est comme on dit, regarde simplement un détail simple. Moi, chaque jour, je sors, je croise des gens, c'est des Africains, mais j'apprends rien. Tu vois, ce réflexe que nous avons, les Africains, on se dit bonjour. Systématiquement. Mais il n'y a pas qu'ici, c'est pas parce qu'on est dans un environnement dur et donc on est solidaire, ça n'a rien à voir. Même quand on est en Afrique, tu ne croises pas quelqu'un comme ça sans un regard et en disant bonjour. Bah justement, ça me fait penser à ton live auquel j'ai assisté, où le grand frère Zamba Simanga, il disait très justement que, note, après j'apprends tout par cœur. Okay. L'Africain, en fait, quand il y a une personne devant qui vient à sa porte, il dit il y a une personne devant ma porte. Du moins, un étranger devant ma porte. Et l'Occidentaux, il va dire il y a un étranger derrière ma porte. Donc voilà. Déjà, ça donne une notion au niveau du paradigme sur le rapport à l'autre, quoi. Exactement. Et j'ai trouvé ça tellement fort et puissant que exactement. Ça va. Moi, tu vois, mais quand j'ai éduqué mes enfants, je leur ai toujours dit, mes enfants appellent, tu le connais cette tradition chez nous, mes belles, bon, je suis divorcé, mais mes ex-belles-sœurs, bon, moi je m'en fous, on est africain, pour moi ça n'existe pas. Mes belles-sœurs, mes enfants les appellent, donc ils disent maman. Bah oui, ouais, c'est ça. Mes oncles, c'est papa. Bah oui. Mais tu vois justement. C'est pareil en Afrique de l'Ouest, l'unité culturelle. Mais bien sûr. Et ça, les Occidentaux ont du mal. Hein. Tu n'es pas ma mère. Je peux pas t'appeler maman. T'es peut-être la sœur de ma mère, mais il va dire ma tante. Mais il pourra jamais dire maman. Et rien que des petits détails comme ça, tu te dis. Alors que nous, c'est quelque chose qu'on accepte facilement. Tu sais quand est-ce que je l'ai compris ça? C'est quand j'étais bien assis dans le monde du travail chez Leblanc, à plus de 30 ans. Je comprenais pas, à plus de 30 ans, je comprenais pas encore c'était quoi. Je connaissais les significations de beau-frère, belle-sœur, mais des fois ils utilisaient des termes, des trucs germains, etc. Je savais pas. Oui, tout à fait. Ça, à 30 ans, tellement j'étais entériné dans la culture, dans la culture africaine de chez moi, quoi. Même à l'heure actuelle, j'ai encore du mal avec ces notions-là. Parce que moi, j'ai eu deux mamans, en fait. J'ai eu deux mamans, donc ma mère biologique, et sa petite sœur. Tu vois, donc je comprenais pas, je sais pas c'est quoi avoir juste une mère. Et je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont été élevés dans ce sens-là, où, voire même les principes, les notions de la famille, demi-frère, demi-sœur, pour nous, ça n'existe pas. Tout à fait. Et à 43 ans à l'heure actuelle, j'ai du mal encore à concevoir ça. Tu vois? Je pense que ça rejoint un peu ce que tu étais en train de dire, non? Tout à fait. Oui, alors tu me disais, alors je vais pas répondre, comme toujours pour répondre à ta question, je vais répondre de manière générale. Quelle expérience je retire des échanges avec les penseurs africains de manière générale. Je vais élargir au-delà de ceux que j'invite, par exemple, moi. Tu vois, je vais être un peu négatif dans le sens où j'estime quand même que beaucoup d'entre eux ont été séduits par les marchands de rêves occidentaux et ont abandonné. Ah bon? Je vais pas rentrer dans, je vais pas citer de nom, hein, mais je trouve que beaucoup ont abandonné, comme je disais, parce que, tu vois, soi-disant qu'on vit surtout quand on est en Occident, c'est dur, la vie est dure, et facilement on abandonne nos valeurs, nos objectifs, et on redevient Monsieur Tout le Monde. Et ça, je trouve cela dommage. Mais j'ai appris que le salut ne vient pas du ciel et il est au bout de l'effort. Exactement. Je pense que c'est Fanon qui l'a dit. Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission
la remplir ou la trahir. Et je trouve que beaucoup, malheureusement, tu vois, tu as parlé tout à l'heure de la pérennité. Amouna, Nzwamba et moi, ça fait longtemps. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord. Je peux t'assurer que nous avons des débats, des échanges où on n'est pas d'accord sur certaines choses. Mais nous sommes là. Je vous ai cité nos objectifs. Nous devons les atteindre et pour les atteindre, il faut être unis. Donc, moi, en tout cas, pour parler de moi, voilà, par rapport à ce que j'ai dit de Fanon, moi, j'ai une mission, j'ai choisi de la remplir. Et mon objectif, c'est laisser une trace de mon passage ici sur Terre par une œuvre. C'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je crée une entreprise, c'est pour ça que je donne un exemple. Je décide de éduquer mes enfants autrement. Je critique un système. Je me contente pas de critiquer un système. J'en crée un autre. Voilà. Je n'ai pas envie de mourir comme un simple défunt, mais comme un imaku. Je veux laisser une trace. Demain, je veux pas qu'on parle de moi comme un simple défunt. Justement, qu'on parle de moi comme un ancêtre. Pourquoi? Parce que j'aurais ouvert une voie. J'aurais laissé une trace. J'aurais montré l'exemple. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'effort, le goût de l'effort. Il faut vraiment que nous arrêtons d'être des jouisseurs. Il faut se battre. Moi, on critique beaucoup Seth, mais pour moi, Seth, c'est l'exemple de la résilience. Moi, je suis pas de ceux qui identifient Seth au blanc ou je ne sais pas quoi. Non. Moi, Seth, c'est l'exemple même de la résilience. C'est vivre être le maître, le gardien du désert, c'est pas facile. D'ailleurs, moi, j'estime que si nous avons tenu 400 ans et plus même, d'ailleurs, j'inclus là aussi la traite arabo-musulmane. Bien sûr. Pour moi, c'est la résilience de Seth. C'est l'esprit de Seth qui est en nous qui fait qu'on ait résisté autant. Et d'ailleurs, je devrais même dire Seti plutôt que Seth, parce que quand je dis Seth, justement, c'est le Seth que les gens attribuent. On dit l'albinos et ça. Alors, tiens, ça me permet aussi de dire un autre de mes combats. J'ai dit que c'était la femme, mais aussi l'albinisme. J'ai aussi mené des combats à côté d'une sœur camerounaise, Adrienne Tanque, qui est albinos. Et voilà, on a lutté aussi sur les a priori sur l'albinisme. Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Moi, je suis contre l'idée quand on présente Seth comme un albinos. Pour moi, c'est une connerie. Ou alors, si c'est vrai, dans ce cas, je me dis alors représenter Seth comme le gardien du désert. Bon, même pas. D'ailleurs, ceux qui disent ça, mais quelle représentation de Seth? Est-ce que quelqu'un a une représentation de Seth comme étant albinos? Moi, franchement, tu sais quoi, j'ai cherché dans les Médounétières, dans les textes. Il n'y a rien. Pour parler de déchirette, etc., le groupe, mais ça veut pas dire que lui-même, il était albinos. Hein. Mais non. J'ai l'impression que c'est une fabrication. Mais bien entendu. Malheureusement, tu vois. Voilà, c'est une fabrication. Moi, je me souviens une fois, alors c'était sur Facebook, j'avais posté un article justement sur ça où je disais et à ma grande surprise, voilà, il y avait Gomez qui était passé par là et qui avait validé ce que je disais. Il disait il était d'accord avec moi que non, nous avons une mauvaise image de la figure de Seth. Oui, alors il y a cet acte qui va être posé, mais là aussi, il y a plusieurs interprétations. On peut aussi interpréter autrement l'acte de Seth vis-à-vis de Osiris. Bon, il faut pas oublier aussi, c'est un mythe, c'est pas la réalité, mais c'est un mythe fondateur et donc pour faire passer des idées et des concepts. Voilà, et ça explique certaines choses. C'est pour ça que quand moi justement j'identifie Seth à cette résilience que nous avons, nous, les Africains, ça vient de là. Donc voilà,
J'ai répondu à ce que dit Fanon. Moi, j'ai choisi de remplir ma mission et non de la trahir. Voilà. Ah, tu mon frère, en tout cas, moi, je te souhaite. J'espère que tu feras partie des Imaku, des Mahakeru. Merci. Par rapport à toutes les actions que tu as menées et tu continues de mener. Bien entendu, je t'ai toujours encouragé dans l'ombre parce que je pense qu'on s'est forcément croisé dans une conférence ou autre, mais on n'a pas dû faire attention. Certainement. Je suis vos travaux depuis. Oui, tu me l'avais dit. Comme dirait l'autre, voilà. Depuis l'époque d'Osiris, on va dire, d'Ozar. Exact. Donc là, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir cet échange avec toi, de revoir ton parcours, qui est vraiment édifiant. Et les personnes qui sont restées dans le live, je suis sûr qu'ils ont vraiment bien aimé. De toute manière, il y aura une rediffusion, etc. C'est la première fois que je t'invite. Et j'espère que si je t'envoie une seconde invitation, que tu répondras présent. Il y aurait aucun souci, aucun souci. Bakem, je t'ai dit, j'ai accepté ton invitation parce que je sais que tu as été souvent en conflit aussi avec on va dire les Kémites, mais c'était de bonne guerre, tout simplement. Comme j'ai dit, hein, c'était de bonne guerre et je savais que au-delà de ces petites chamailleries sur TikTok, je savais quand même que tu avais une autre dimension, une autre valeur, d'autres valeurs, et j'accepte ton invitation. Et je savais aussi et tu l'as toujours dit lors de tes invitations, que on est franc, on parle franc jeu. Toi, tu ne tiens pas, enfin, tu respectes mes positions, je respecte les tiennes, mais on peut se dire concrètement ce que l'on pense l'un de l'autre par rapport à nos positions, nos valeurs, etc. Donc, moi, je suis venu chez toi en me sentant en toute sécurité. Je n'avais aucune appréhension. Et moi, je te dis merci. Merci en retour, Foulélé. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra construire l'Afrique de demain. En tout cas, bon, s'il y a des personnes, ça y est, le panel est ouvert. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent envoyer leurs invitations pour que Foulélé vous réponde, vous êtes les bienvenus. Auquel cas, on mettra fin à l'émission. Tout à fait. Bakem était un bon kémite, il est devenu un bon musulman. Sur TikTok, je ne suis plus musulman, je ne suis plus kémite, je ne suis plus chrétien. Parce que moi, on m'a dit, t'es kémite, t'es musulman, t'es chrétien, etc. Non. Moi, je me situe au-delà de tout ça maintenant. Voilà. Mon combat, c'est l'Afrique. Je suis africain. Voilà. Tout à fait. Ah, il y a une invitation. Mais tu vois, je te disais, Bakem, pour moi, justement par rapport à ça, tu incarnes ce que je disais. Ta foi, tu peux la vivre dans le privé, en privé, et à la rigueur, dans l'échange que nous avons, voilà, tu as tes convictions, tu as ta foi, et nous arrivons à échanger. Exactement. Parce que ce qui est pour toi de l'ordre de ta croyance, pour moi de l'ordre de mes coutumes et autres, c'est privé. On n'a pas à en faire un débat. On n'a pas à en faire débat. On en fera un débat, effectivement, toi, dans ton cas, si tu constates que moi, à travers mes traditions, mes coutumes et autres, je viens entraver à ta liberté, à ton espace, et moi, je ferai de même si je constate qu'à travers ta foi, tu viens entraver à ma liberté par rapport à ma tradition, ma coutume. Voilà. C'est normal. Et il faut vraiment qu'on arrive à l'échelon de l'Afrique. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver le point de convergence qui fera qu'on sera tous, qu'on vivra tous ensemble dans de bonnes conditions, même si ça va être difficile parce que ça c'est le monde rêvé, hein. Oui, bien sûr. Voilà. Faut vraiment. Mais comme je disais, la recherche, au même titre que la recherche commence par l'intuition, les choses se réalisent aussi des fois parce qu'on a rêvé, on en a rêvé. Donc, nous devons rêver. Nous devons rêver. Continuer. Jusqu'au bout. Ok, moi j'ai beaucoup parlé. Ça y est, Foulélé, t'as reçu ton premier invité, le Diopiste. Le Diopiste, bonsoir et bienvenue. Diopiste,
Le diopiste. En tout cas, très bon live. Comme je pense que la majorité des gens qui sont là n'ont plus qu'à apprécier l'exercice. En tout cas, je tiens d'abord à féliciter Bakem pour cette sagesse que tu dégages maintenant. Je ne sais pas si tu es revenu dans quel monde. Voilà. Bien du monde des hétéros. On commence à dégager une sagesse que je commence à trouver ça vraiment très admirable. Et je pense que beaucoup devront prendre exemple sur toi. Je sais qu'au début, ton positionnement, tu as subi beaucoup d'invectives, d'insultes, mais je vois que au-delà de ça, avec toutes les connaissances que tu as acquises durant tes formations, même encore ton positionnement vis-à-vis de ta croyance, on garde quand même quelque chose de bien. Et cette preuve de sagesse que tu fais, il faut vraiment que tu continues dans ça. Et c'est d'ailleurs le message pour lequel nous, au sein de l'école des diopistes, on a toujours prôné. Beaucoup ne nous ont jamais compris au début, mais j'ai l'impression que les choses bougent, les lignes sont en train de bouger. Les choses, je pense que les gens commencent à comprendre un peu. Et je pense que l'exemple que tu viens de montrer, avec donc là maintenant je vais introduire le frère Foulélé. Avec Foulélé, c'est vraiment le parfait exemple qu'on doit suivre pour pouvoir élever cette communauté. Donc moi, vous me connaissez, hein, je travaille 99,9999% sur l'œuvre de notre maître Cheikh Anta Diop, parce que je pense que c'est le bon. Et donc, Foulélé, non, j'ai pas de questions à te donner, hein, j'ai pas de questions à te poser plutôt. C'est juste te féliciter pour l'exercice. Tu as parlé clair, tu as dit les choses d'une manière claire, tu as donné tes positions d'une manière claire, et c'est ça qui manque aussi au sein de ce que nous entendons souvent dans les lives et tout ça. C'est qu'il y a un défaut de clarté. Il y a d'abord un défaut de compréhension, mais il y a aussi un défaut de clarté. Et donc, moi, je te félicite pour la clarté dans tes propos. Les réponses ont été claires. Tu n'as pas fait le grand écart pour essayer de... Non. J'ai bien aimé l'exercice. Donc, je n'ai que de compliments à vous faire. Par contre, oui, là où je ne serais pas d'accord, moi, j'ai une critique à faire à Cheikh Anta Diop. C'est que la connaissance de son œuvre ne donne pas de femme. Donc, voilà. Il n'apprend pas à attraper les petites. Donc, ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Mais sinon, alors, donc, pour revenir sur les choses un peu plus sérieuses, c'est que j'inviterais vraiment les gens à s'intéresser au concept Muntu. Donc, je précise que nous, avec le professeur José, en tout cas, avec un très bon enseignement qu'il nous a laissé sur une production intellectuelle qu'il a faite sur la philosophie en Afrique de l'époque précoloniale, là, la philosophie. Voilà, c'est l'archéologie de la pensée philosophique africaine. Et donc, d'ailleurs, je parlais encore avec lui il y a 2 jours de cela. Il m'a donné un cours magistral sur sur la légitimité, et vraiment c'était fort ce qu'il m'a transmis, comme à son habitude. Donc je disais que Muntu au plan philosophique est un concept, et comme on dit toujours que la philosophie c'est l'art de produire les concepts, et c'est très 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 riche. Donc j'avais commencé la première partie le dimanche dernier. Là, je vais entamer la deuxième partie et je vais revenir sur... D'ailleurs, je me suis fait taper sur les doigts. Le professeur m'a tapé sur les doigts. Il a dit il y a eu une erreur dans ce que j'ai dit. Donc ça, c'est aussi bien que je me fasse corriger comme ça. Donc je reviendrai sur cette erreur-là que j'ai faite. Et c'est intéressant. Donc, Muntu est un concept. C'est un concept philosophique.
il a plusieurs dimensions. Il a une dimension théologique, il a une dimension sociale et une dimension philosophique. Et donc, dans la dimension philosophique, il y a deux volets. Donc, il y a le volet, comme j'ai dit, social et le volet biologique. Et dans le volet biologique, nous étions en train d'étudier les deux phases du volet biologique. C'est-à-dire que le volet neuronal et le volet psychologique. Et donc là, j'avais fait le volet neuronal. Et donc là, le dimanche qui va arriver, on va aborder le volet psychologique. Mais je trouvais que c'était trop technique. Donc, je vais d'abord reprendre encore la base. Donc, avec la correction que le prof m'a apportée. Donc, je suis obligé de revenir sur la base de la définition de ces trois concepts pour que les gens comprennent, on va dire. On va revenir sur le concept Muntu. On va revenir sur le concept Remetu. Et on va revenir sur le concept Kamit. Hein? Et donc, juste pour vous annoncer que Remetu a un lien avec Nit ou Nietzsche ou Nietzsche du Wolof. Donc, les Sénégalais qui sont là, ils savent très bien de quoi je parle. Et donc, c'est cette démonstration que je ferai le dimanche prochain. Donc, voilà. Donc, c'était des félicitations et en même temps, je vous invitais à venir écouter et comprendre un peu le concept philosophique Remetu, Muntu, ainsi que Kamit. Mais faut juste savoir que Remetu, ça renvoie à une branche de la philosophie. Pareil, le concept Muntu aussi renvoie à une branche de la philosophie. Et après, on pourra même aller au-delà. Donc, Foulélé, tout à l'heure, comme tu as dit, avant de parler de Ubuntu, il faut parler de Kimuntu. Hein? Tous ces concepts-là sont les concepts que le professeur nous a enseignés. Et d'ailleurs, on a appris souvent ce que les gens disent que Ubuntu, c'est je suis parce que vous nous sommes ou je suis parce que vous êtes. Bah, en fait, étymologiquement, voilà, étymologiquement, il y a eu un travail qui a été fait par, donc on va dire au sein de l'école dioppienne. C'est plutôt vous êtes parce que je suis. Pourquoi? Parce que ça remet en question le refus de l'individualisme ou de l'individualisme au sein de la société africaine. C'est-à-dire que souvent on nous a fait comprendre que les Africains n'ont pensé leur univers que d'une manière, on va dire, de communauté. Que les Africains n'ont pas eu cette conception individuelle. Et si on refuse la conception individuelle de l'homme au sein de l'ère de culture africain, on refuse ce qu'on appelle la capacité à l'être humain de se penser en tant qu'individu. Et donc la capacité philosophique. Et donc, c'est ça que nous allons expliquer dans les prochains lives qui vont nous suivre. Voilà. Armez-vous de science. C'est-à-dire que sache que ce que tu dis là, tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Bon, ben écoute, on donne notre position et après ceux qui veulent nous refuter, bah, ils seront les bienvenus. Ouais. Bon. Ok. En tout cas, merci d'être venu écouter. C'était gentil de ta part. Et merci à tous ceux qui ont suivi également. Merci à tout le monde. Donc, Bakem, merci à toi pour cette invitation. Il est tard. Exactement. Merci, Disguise. Oui. Ouais. Bon, en tout cas, Foulélé, okay. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hein. Et franchement, j'ai vraiment apprécié la tenue de cet entretien, de ce live. Voilà, fort éducatif. Et le Diopiste, merci d'avoir participé dans les commentaires et peut-être donner ton avis. Et puis, on se dit peut-être à dimanche alors. Pour okay. Merci à Mouna aussi. J'ai vu qu'Amouna, je découvre qu'il était là. Ah, il était caché dans les commentaires. Mais tu sais, Foulélé, au départ, il y a 15 ans de cela, voire même 18 ans, on me confondait avec le frère Amouna à cause de nos voix. On me disait, mais Bakem, t'es Amouna? Je disais, bah non. Moi, je suis pas écrivain, moi. Bon, en tout cas, Amouna, merci à toi, Otep. Bon, je coupe. Prenez soin de vous, puis on se dit à bientôt, les frères. Bonne soirée. Ok, merci pour l'invitation. Bakem, il n'y a pas de petite. Non, il n'y en a pas ici, on parle trop de Diop. Ok, d'accord. Allez, bonne soirée mon frère, à plus tard. À plus tard, ciao.